120% News, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Qui va vous convaincre? C'est votre nouveau rendez-vous jusqu'à 21h. Donc 4 personnalités, 4 points de vue et surtout 90 secondes chrono pour vous convaincre. Ce soir, Alain Duhamel, il va lui falloir la force de conviction à contre-courant. La France bonne élève face au Covid. Caroline Dehaas, militante féministe, le télétravail, le nouveau piège domestique pour les femmes. Maude Vergnol, co-directrice de la rédaction de l'Humanité. Le vaccin, symbole de l'échec du en même temps. Et puis le chef d'entreprise Rafik Smati. Les petits patrons vont crever. C'est lui qui le dit et il va falloir le démontrer malgré le fameux quoi qu'il en coûte. Qui va vous convaincre? C'est parti. On va commencer d'abord par écouter Jean Castex pour notre plus grand plaisir, en particulier celui d'Alain Duhamel. Dans cette crise Covid, la France défend sa stratégie. Je le dis, je le revendique devant vous, les indicateurs sanitaires, même s'ils sont moins dégradés en France que dans la plupart des pays qui nous entourent, peut-être grâce aux mesures plus précoces que nous avons prises, ces indicateurs demeurent préoccupants. Préoccupant, mais la France s'en tire plutôt moins mal que les autres. On affiche le chrono. Il va falloir 90 secondes à Alain Duhamel pour nous convaincre que la France est plutôt bonne élève. Alain. Non. D'abord, c'est la pire semaine pour dire ça. Ensuite, je ne dis pas la France est une bonne élève. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que depuis 2 semaines, le gouvernement a pataugé. Ça n'est pas la première fois depuis le début de cette crise, qui s'y est mal pris sur le plan psychologique, qui s'y est mal pris sur le plan logistique, qui s'y est abominablement mal pris sur le plan bureaucratique. Ça, c'est certain. Mais j'entends un concert absolu de défaitisme, de déclinisme, expliquant que la France est le pays qui se ridiculise, que tout le monde se moque de nous, qu'il n'y a pas pire que nous au monde. Et là, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas d'accord parce que là, on a mal géré la première vague, on a bien géré la deuxième vague. Ce soir, il y a par exemple 3 fois plus de cas en Grande-Bretagne ce soir qu'en France. D'autre part, la stratégie de commencer par les EHPAD me paraît être une évidence. Et enfin, et surtout, la France est le pays qui a le mieux protégé ses citoyens devant cette abomination qu'est cette pandémie gigantesque. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire la France est unique, etc. Je considère simplement que nous ne sommes pas les premiers de la classe, du tout, mais que nous ne sommes pas des cancres pour l'éternité. Il a terminé même avec 8 secondes d'avance. On pouvait faire confiance au prof Duhamel pour donner l'exemple avec ses arguments et terminer en avance sur le chrono. Maude Vergnol, convaincu ou pas? Non, pas du tout convaincu. Pas du tout convaincu, mais M. Duhamel a l'habitude, donc voilà, il n'est pas surpris. Non. Bon, déjà, je pense qu'on n'est pas dans une compétition. Le sujet est grave, on parle de vie humaine et dans la pandémie et dans l'après. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va falloir du recul pour juger sur le fait que les pouvoirs publics ont bien ou mal géré la crise. On en parle assez peu, vous n'en avez pas parlé d'ailleurs, mais on peut parler du 1 million de... Et il va falloir que vous me laissiez par contre terminer mes phrases, Monsieur Duhamel. On peut parler aussi du 1 million de pauvres... Non, en l'occurrence. On peut vous parler du 1 million de pauvres supplémentaires depuis 1 an, du cap des 10 millions qui s'avance, la gestion qui va être faite par le pouvoir macroniste du crash social qui s'annonce, on en parlera tout à l'heure. Et là-dessus, il y a fort à parier au vu de la nature de ses vœux et ce qu'il évoquait quand on lisait entre les lignes sur la dette, prétexte à une relance de la réforme des retraites et une fin de quinquennat extrêmement violente à l'égard des plus fragiles qui auront déjà payé la crise extrêmement fort. Donc, en plus, on en a parlé tout à l'heure, d'une gestion calamiteuse de tout depuis le début. Et là, on assiste Donc on peut à pas se satisfaire. 3. Et on ne peut pas se satisfaire de se dire que finalement, par rapport aux autres pays, la France s'en tire un tout petit peu mieux dans la gestion. Oui, bien sûr. Bien gérer la deuxième vague. C'est ce que vous avez... mais je vous laisse développer vos arguments. Bon, alors, d'une part, il y a une contradiction dans ce que vous dites, puisque vous dites à juste titre, il faut attendre la fin pour savoir si on s'y est bien pris ou pas. Après quoi, vous dites, de toute façon, on fait tout très mal. Et ça va être épouvantable.
Il me semble qu'il y a une contradiction. Ça, j'ai dit qu'il y avait des choix politiques qui étaient faits. Est-ce que vous seriez en train de m'interrompre? Ah bah je fais comme vous, monsieur Duhamel. Allez-y. Bon, ensuite, ce que je dis, quand je dis la France est le pays qui a le mieux protégé ses citoyens. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les Français vont sortir en bon état de cette affaire. Dans tous les pays du monde, c'est une épreuve épouvantable. Je ne suis pas stupide et je regarde autour de moi. Donc, bien sûr que ça va être difficile pour beaucoup de gens et ça va même être terrible pour certains. Le problème, puisque c'était ça la question qui m'était posée, c'est qu'on aura été plus protecteur vis-à-vis de nos citoyens que les autres. C'est vrai, aussi bien en ce qui concerne le pouvoir d'achat qu'en ce qui concerne le type d'aide aux entreprises. Et qu'il ne faut pas être masochiste. On a commis beaucoup d'erreurs, quand je dis on, c'est les gouvernements, ont commis beaucoup d'erreurs, c'est un fait. Dans tous les pays, ils ont balbutié, dans tous les pays, ils ont hésité, dans tous les pays, ils sont commis des erreurs. Et ce que je dis, c'est au bout du compte, en un an, on n'en a pas fait pire que les autres. Caroline Dehaas. Ouais, moi, il y a quand même 2 erreurs que j'ai trouvées assez graves. C'est-à-dire qu'on ne sache pas forcément toujours où aller, comment avancer, on n'est pas toujours les indicateurs, c'est normal. Et qu'on tâtonne parfois en matière de politique publique, c'est normal. Il y a quand même 2 choses assez particulières à la France. La première, c'est qu'on a un gouvernement qui nous a menti. Mais genre sciemment, à de nombreuses reprises, que ce soit sur les tests, sur les masques. C'est-à-dire qu'en termes de communication, mentir à ce point-là, c'est quand même, je trouve, grave, y compris dans une façon de pratiquer la politique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'est fait élire sur soi-disant le nouveau monde, on va faire la politique autrement. Ils mentent, mais vraiment de manière délibérée. Et puis la deuxième chose qui est assez, je trouve, interpellante sur la façon dont le gouvernement a géré cette crise, c'est la forme de mépris démocratique. C'est-à-dire que dès les premiers avis du Conseil scientifique, on disait que la priorité des priorités, c'était l'approbation de la population. C'est-à-dire vraiment d'associer un maximum des personnes pour que les politiques publiques qui soient mises en place soient acceptées, voire soutenues par la population. C'était il y a 8 mois que le Conseil scientifique disait ça. Il y a 8 mois. Ils nous sortent là, en janvier, un conseil de 35 personnes tirées au sort. Ça n'a aucun sens. Et par ailleurs, on a 577 personnes à l'Assemblée nationale qui ont été élues au suffrage universel, qui n'ont à aucun moment été associées à la stratégie sanitaire. Et donc pour moi, ça, c'est vraiment des erreurs qui sont graves parce qu'elles vont créer de la défiance vis-à-vis des politiques publiques et elles vont rendre plus difficile, résultat, la stratégie sanitaire dans les mois qui viennent. Bon, alors sur le premier point, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque je l'ai dit moi-même 150 fois. Donc qu'au début, il y a eu dissimulation volontaire à propos des masques et à propos des tests, c'est la réalité. Donc il ne faut pas tourner autour du pot. C'est vrai, c'est une grosse erreur qui se retourne contre eux et qui fait que maintenant, il y a une défiance. D'accord pour ça. Sur le deuxième point, on a tout à fait le droit de ne pas être satisfait du régime de la Ve République. On est dans un régime hyper présidentiel. Oui. Le plus présidentiel que les États-Unis dans la réalité des choses. Donc oui, il y a ce fonctionnement-là. Maintenant, si on veut revenir à un système parlementaire, on peut essayer, on a le droit. C'est pas interdit. On peut proposer des référendums. Rafik Smati. Oui, il y a quand même un autre sujet, monsieur Duhamel. Vous nous comparez je ne me faisais pas d'illusions. Vous nous comparez avec d'autres pays. La tâche était ardue. Et vous avez bien raison de nous comparer avec d'autres pays. Je voudrais simplement rappeler que la France représente 15% des dépenses sociales du monde. 300 milliards d'euros sont consacrés chaque année aux dépenses de santé. Quand on met ça sur la table, on n'a pas le droit de se payer 3 fiascos successifs. Les masques, les tests et les vaccins. On n'a pas le droit. On doit avoir le modèle d'excellence. Les vaccins, attendons. En attendant, regardez ce qui se passe en Israël. On est à Bahreïn, on est 100 fois plus vaccinés qu'en France. Donc balayons devant notre porte et soyons humbles par rapport à ce qui est en train de se faire. J'ai honte, moi pays de Pasteur, moi pays de Marie Curie, j'ai honte de voir que notre pays est à ce point-là à la traîne aujourd'hui en termes de vaccination. Et j'ai honte de voir que le monstre technocratique français a cassé notre modèle social et que de ce fait aujourd'hui, vous avez 10 millions de pauvres, vous avez des millions de personnes au-dessus du seuil de pauvreté et vous avez une cascade de faillites en vue. J'ai honte vu tout le pognon qui a été mis sur la table. Alors, quoi qu'il en coûte, qui a coûté beaucoup de pognon. Alors, qui est une organisation bureaucratique en France, c'est la réalité. Il ne faut vraiment pas imaginer que c'est quelque chose qui n'existe que depuis le début du Covid, ni même depuis le début de ce mandat-là. Oui, mais là, c'est le résultat de... Oui, mais là, c'est l'éclatement de la bulle technocratique française. Attendez. Non, mais là, nous assistons à l'éclatement de la bulle technocratique. Vous faites comme votre voisine, vous m'interrompez. Moi, je vous ai bien écouté. Bon, alors, d'une part, c'est quelque chose qui existe depuis 50 ans. Alors, c'est pas une excuse. Donc, on garde ça comme ça ? Bien sûr que non, mais j'ai jamais dit qu'il fallait garder ça comme ça. Ensuite, le point sur lequel je suis absolument d'accord, est ce que je trouve le plus réellement humiliant, en dehors des mensonges, qui sont humiliants,
Mais ce que je trouve le plus humiliant, c'est que la France, qui est un pays qui, en matière médicale et en matière scientifique, a quand même de bons atouts, est le grand pays, quand même, qui n'a pas produit son propre vaccin et qu'on soit toujours en train de l'attendre. Alors, il va arriver. Il paraît que ça va être à l'été ou à l'automne. Mais ça aurait été mieux, franchement, un peu plus tôt que les autres. Alors là, je reconnais que c'est un échec. Maintenant, l'argent qui est dépensé depuis le début du Covid, qui est dépensé en s'endettant, bien entendu, comme tous les pays. On a combien, là? Oh, bon, de toute façon... Je sais pas, pour ici, vous pouvez faire comptable aussi, Alain Duhamel, vous avez tenu les comptes. Oui, mais je veux pas... On a combien? 110, 120? Non, mais attendez. 130 milliards? Je ne veux pas enfoncer ma propre défense. Non, mais c'est... En même temps, c'est pour savoir. Quand vous êtes quelqu'un de précis qui aimait les chiffres... Oui, on s'est pris 20 points de dette rapportés à la richesse nationale. On était à peu près à 100%, on sera à un peu plus de 120% d'endettement, probablement 123% à la fin. Bon, je reconnais que c'est un expédient, mais d'abord, c'est l'expédient auquel tout le monde, pour le coup, recourt, dans tous les pays. Bon, et 2, c'est un expédient utile. D'accord. Parce que si on n'avait rien fait, franchement, on n'allait quand même pas laisser la société se désintégrer. Des gens crevés de faim. Enfin, je veux dire, c'était l'alternative. Alain Duhamel qui dit qu'il faut creuser la dette. Je note là. Mais attendez, depuis le début du Covid, toutes nos certitudes, et pas simplement les miennes, je pense les vôtres aussi dans d'autres domaines. Enfin, moi, la dette, je disais déjà que c'était pas un problème. J'ai dit d'autres dans d'autres domaines. Franchement, toutes nos certitudes et tous nos dogmes ont été totalement balayés, et ça n'est pas forcément mal. Il a tenu l'argumentaire, il l'a développé, mais j'ai l'impression qu'il fallait un martyr ce soir. C'était peut-être le martyr du Hamel. Autoproclamé. Verdict, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous a convaincu, Alain Duhamel, par Rafik Smati, un mot? Oui, non. Je retiens non au French bashing, il a raison, mais il ne m'a pas convaincu. Maud Vergnol? Non, il ne m'a pas convaincu non plus. Caroline Dehaas? Non, mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a des trucs qu'on fait bien quand même. Le télétravail, est-ce qu'on le fait bien? Le gouvernement valide un assouplissement des règles, et c'est notre prochain débat, des règles du télétravail à partir du 7 janvier. Madame Borne veut écouter les salariés. On écoute la ministre, justement. Je continue à dire qu'il faut privilégier le télétravail. Par contre, j'entends les salariés, ceux qui sont depuis 2 mois, depuis le début du mois de novembre, en télétravail 5 jours sur 5. Et qui, pour il y en certains, a n'en peuvent beaucoup qui n'en peuvent plus. Et justement, qui va vous convaincre? Est-ce que c'est Caroline Dehaas? Les femmes, 90 secondes pour convaincre. Caroline Dehaas, les femmes, c'est la double charge mentale à la maison avec le télétravail et les tâches domestiques. Ouais, alors le télétravail, ça peut être une chance pour plein de personnes. Et d'ailleurs, ça a été la possibilité de continuer à travailler pendant les périodes de confinement total, notamment. Moi, dans mon entreprise, par exemple, on l'a beaucoup utilisé. Moi-même, je suis encore très souvent en télétravail. Il y a un truc qui n'est pas du tout pensé quand on parle de télétravail, c'est les conséquences en matière d'égalité femmes-hommes. Et il y a une étude de l'INED qui a montré récemment, donc l'Institut national des études démographiques, qu'il y avait une énorme inégalité entre les femmes et les hommes en matière de télétravail. D'abord, on part à inégalité. C'est-à-dire que quand on télétravaille, en général, dans la société, les études, elles montrent que les femmes, elles ont beaucoup moins que les hommes une pièce à part pour pouvoir travailler. Et puis, elles sont beaucoup plus sollicitées par les enfants. On estime, ça c'est l'INED qui l'a montré, que lorsque les parents étaient avec des enfants de moins de 16 ans, l'INED dit que c'est 2 fois plus souvent les femmes qui ont renoncé à travailler que les hommes. D'accord ? Et pareil, en termes de temps disponible pour les enfants, beaucoup plus souvent les femmes étaient à disposition des enfants toute la journée lorsqu'il n'y avait pas école, alors que les hommes arrivaient à se garder du temps de télétravail complet. Et donc, moi, ce qui m'interpelle sur cette histoire de télétravail, c'est que souvent, c'est présenté un peu comme la solution miracle, comme si on allait pouvoir transformer complètement notre rapport au travail, voilà, et on oublie complètement que ça va avoir des conséquences assez massives en matière d'inégalité professionnelle. On le voit dans un domaine, c'est la production des articles scientifiques. Pendant le confinement, au niveau mondial, les femmes scientifiques ont été 2 fois moins nombreuses à proposer des articles parce qu'elles étaient occupées par les tâches domestiques beaucoup plus que leurs conjoints ou que leurs collègues. Et elle a terminé pile poil dans le temps du chrono. On va voir maintenant si elle vous a convaincu. Rafik Smati, est-ce que c'est le piège pour les femmes, le télétravail? Le télétravail, c'est quelque chose de difficile quand on n'y est pas préparé. Mais j'ai envie de vous dire, pour les femmes comme pour les hommes, je trouve dommage, dans une période où notre société est fragmentée, fracturée, d'attiser un certain nombre d'oppositions, notamment les oppositions jeunes, moins jeunes, ou les oppositions hommes-femmes, comme vous le faites. Il y a un vrai sujet avec les femmes, c'est l'augmentation des violences faites aux femmes pendant la période de confinement. Ça, c'est un vrai sujet et il faut le combattre. En revanche, s'agissant de ce que vous appelez comme étant les tâches ménagères,
Je vais vous dire, moi, dans mon cas personnel, par exemple, pendant le premier confinement, on avait 2 enfants, on faisait les devoirs à la maison. De temps en temps, c'était ma femme qui faisait les devoirs et moi la cuisine et le ménage. Et de temps en temps, c'était l'inverse. Et tout est normal. Et il y a une multitude de familles en France où les choses se passent bien. Donc je ne suis pas certain qu'il faille créer comme ça des oppositions artificielles et éluder les vrais problèmes que sont les violences faites aux femmes et aux enfants pendant la période de confinement. En fait, c'est pas moi qui attise des oppositions. C'est l'Institut national des études démographiques qui a fait une étude scientifique qui montre que les familles comme la vôtre sont extrêmement minoritaires en France. Donc c'est pas dans ma tête en fait. C'est des études. La France a beaucoup bougé. C'est une étude scientifique sur le Covid. Donc c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a quelques mois. Donc on a des faits scientifiques qui montrent que la crise sanitaire va avoir un impact en matière d'égalité femmes-hommes. Et pour reboucler avec la question des violences, en fait c'est lié. Parce que quand il y a des inégalités professionnelles dans un couple et que la femme, elle est victime de violences, quand elle touche moins que son conjoint, quand elle a dû arrêter de travailler, est-ce qu'à votre avis, c'est aussi facile de partir ? Eh ben non. Donc en fait, les questions économiques, elles sont extrêmement liées à la question des violences sexistes et sexuelles ou des violences au sein du couple. Et donc, dire qu'on attise une situation qui en fait est là, c'est-à-dire que en fait, vous refusez de voir une situation. Non, en fait, vous transformez la difficulté intrinsèque qui est celle du télétravail en une opposition au sein des couples qui, je pense, je ne connais pas cette étude, mais vous savez qu'on ne peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Maud Vergnol. Ouais. Caroline de Haas, elle a raison, vous êtes ligne Caroline de Haas alors. Oui, tout à fait. Mais excusez-moi, je suis complètement sidérée par vos propos. Vous avez le droit. Non, mais là, on ne parle pas d'opinion, d'appréciation, ce sont des faits. Les femmes sont victimes de violences conjugales, la charge mentale des femmes existe et les femmes, oui, ont subi des difficultés terribles. Et il y a des inégalités hommes-femmes. Mais des hommes aussi. Arrêtez, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Voilà. Mais vous avez Non, mais laissez-moi terminer ma phrase. Dire qu'il existe. Vous avez des épidémies de patients malades, laissez-moi terminer ma phrase, enfin. Donc dire qu'il existe des inégalités, c'est pas diviser la société française. Au contraire, c'est affronter ces inégalités pour chercher à l'unir. Sur le télétravail, pour aller plus loin, il y a encore autre chose. Et là encore, ce sont des chiffres, ce sont des faits. C'est-à-dire que ça peut être aussi la triple peine. Bien entendu, Caroline de Haas l'a dit, dans le télétravail, il y a bien entendu une promesse d'émancipation. Mais dans les faits, les choses peuvent être quand même, à mon avis, beaucoup plus complexes. C'est-à-dire, donc, vous avez pointé le cas des femmes, mais il y a aussi la triple peine selon la classe sociale dont on fait partie. Les femmes entre elles ne vivent pas non plus la même réalité. Une femme qui exerce une profession, aisé ou pas, femme qui exerce une profession intellectuelle, qui habite dans 150 mètres carrés avec vue sur mer, un bureau, une nounou, une femme de ménage. Ben non, mais ça existe. La preuve, il y en a qui en ont écrit des tribunes dans les journaux, dans les quotidiens nationaux. Et ce que vivent la majorité des femmes, vous voyez bien qu'il y a un gouffre avec les chiffres que donnait Caroline. On peut trouver des milieux populaires aussi où il y a le partage des tâches aussi. Mais oui, c'est pas ce que je dis. Pour une femme d'un milieu populaire qui est mère isolée, qui habite dans un 2 pièces, dans une grande métropole, qui doit aller chercher ses gamins à 4 heures, faire les machines à laver, oui, c'est beaucoup plus compliqué que pour une femme qui exerce une activité intellectuelle et qui habite dans une grande maison. C'est même pas le double piège, c'est le triple piège. Bien sûr. Et je pense qu'effectivement, il y a un rêve d'émancipation dans le télétravail, mais il y a aussi un risque à la fois de division du salariat. Et puis moi, je crois qu'il y a un risque sur le sens du travail. On voit que les gens ont une perte de sens du travail. Les premiers qui étaient au début assez enthousiastes, d'ailleurs, les 2 premiers mois qui trouvaient des avantages, les mêmes qu'on est retourné rencontrer, il y a eu des enquêtes en fait dans la presse, aujourd'hui sont en détresse énorme parce qu'ils ne trouvent plus de sens à leur travail. Et je rajouterais juste une dernière chose sur la démocratie en entreprise. Ça va être une catastrophe parce que ça veut dire qu'on laisse les mains libres au patron pour décider ce qu'il veut sans les salariés et sans les syndicats. Patron, on vous va venir. Alain Duhamel. Je ne sais pas si j'ai le temps de dire une phrase. Allez-y, il n'y a pas de chrono, là, dit. Bon. Il n'y a pas de chrono. Si, il y a un chrono quand même. Je suis globalement d'accord avec ce que vous avez dit. Parce que c'est la réalité. Donc, effectivement, j'avais lu l'étude aussi, bien sûr. Et c'était parfaitement convaincant. Donc, je ne discute pas du tout. Je dirais même que je rajouterais plutôt une 4e peine qui est que quand il n'y a pas de télétravail, c'est également la même chose. Et que ce sont les mêmes handicaps et les mêmes inégalités. Donc, vous voyez, je suis... si j'ose dire, j'en rajoute presque sur ce que vous dites. Je suis le plus mal placé ici pour parler du télétravail, puisque je suis de très très loin le plus inexpert pour tout ce qui ressemble au télétravail. Bon, je pense que c'est en soi indispensable en ce moment,
très discriminatoire entre hommes et femmes, discriminatoire entre intellectuels et non intellectuels, discriminatoire entre ceux qui sont simplement bien formés et ceux qui sont moins bien formés, discriminatoire entre ceux qui ont un grand appartement et ceux qui ont un petit appartement, etc. Pour Internet ou pas ? C'est une machine, c'est une machine à accentuer, à souligner les inégalités. Oui, mais d'accord. Mais il y a aussi la responsabilité individuelle. Il y a aussi. Attendez. Il y a aussi. Attendez, c'est moi qui parlais, hein. Oui, bien sûr. Vous êtes le chef. Oui, d'accord. C'est parce qu'à aucun moment on parle de responsabilité individuelle. Tout est écrit dans les gènes, tout est écrit dans le social. Et à aucun moment est-ce qu'on peut se dire, j'ai pas envie de subir et je dis non. Et je renvoie les tâches à l'un ou à l'autre. Non mais parce que là on se base sur les études sociologiques et puis on refuse aussi la personnalité. Vous avez tout à fait raison. Il peut y avoir des actes d'héroïsme individuel, mais là on parle plutôt de phénomènes collectifs. Alors sur les phénomènes collectifs, oui c'est ça. Ouais. Donc là je crois qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Si ce que vous dites est vrai, ça consacre l'échec de toutes les politiques féministes de ces 30 ou 40 dernières années. Ça veut dire tout ça pour ça. En matière d'égalité professionnelle, ça m'intéresse de savoir de quelle politique féministe on parle, parce qu'il n'y a pas eu vraiment en fait, de politique volontariste et déterminée pour réaliser l'égalité professionnelle. Mais là, on parle de l'émancipation de la femme à la maison, manifestement. Donc, pareil sur la question des tâches domestiques. Est-ce que vous avez vu des politiques publiques de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes en matière de tâches domestiques ? Vous savez quelle est la meilleure politique publique qui a été menée pour réduire les inégalités ? C'est la réduction du temps de travail. Parce que quand on travaille moins, on a plus de temps pour s'occuper de ses enfants et donc pour partager les tâches domestiques. Bah là, visiblement non. Puisqu'elle continue, il y a toujours cette charge mentale qui, malgré la réduction du temps de travail. Il n'y a pas eu une réduction du temps de travail. 35 heures, c'était quoi ? Non, oui, donc c'est ce que je dis. Les 35 heures, ça a été... Si, il y a eu quand même une réduction. Si, quand même, depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, il y a eu une réduction petit à petit des écarts entre les femmes et les hommes. Mais en fait, la réduction, elle est tellement petite par rapport à l'écart qui était tellement énorme au départ que les résultats, ils sont pas du tout probants. Et pour revenir à la question du télétravail, moi, ce que je trouve assez fascinant, en fait, c'est qu'on met en place des politiques publiques massives pour l'ensemble de la population, comme celle du télétravail, qui sont nécessaires. Mais on va jamais penser, genre le deuxième effet qui se coule, les conséquences de ces politiques. C'est exactement ce qui s'est passé. Je fais un parallèle avec une autre politique publique. Dans les années 90, on a ouvert le temps partiel de manière très massive en exonérant de cotisations. On n'a pas pensé qu'en fait, les femmes allaient s'engouffrer ou que les entreprises allaient faire s'engouffrer les femmes dans le temps partiel. Et que les retraites sont beaucoup plus faibles. Les retraites sont plus faibles et les écarts de salaire arrêtent de se réduire. Et moi, ce que je dis juste, c'est ça. C'est que, évidemment que le télétravail, on était obligé de le faire. Juste, on ne peut pas mettre en place des politiques publiques comme ça sans penser l'impact sur les populations, femmes, hommes. Et qui doit corriger ça alors ? Le gouvernement, il pourrait tout à fait organiser. Bien sûr. Mais c'est pas le gouvernement qui va définir qui va faire les tâches ménagères. Oui, c'est ça, qui va s'immiscer dans la sphère privée à ce moment-là. Non, mais par exemple, il pourrait sensibiliser les entreprises au fait d'organiser le télétravail en sensibilisant les salariés sur la façon dont on peut organiser le télétravail, par exemple. Mais vous savez que dans toutes les entreprises de France aujourd'hui, mais le télétravail, ça se passe D'accord, mais ça se passe à la maison. Et puis ensuite, le partage des tâches, double charge ou pas, ça regarde monsieur et madame dans la sphère privée. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises mettent en place des politiques pour permettre aux salariés de mieux gérer l'articulation. Oui, mais enfin, une fois que la porte est fermée... Excusez-moi, je comprends pas. Non, je pige pas. Attendez, ce que je comprends pas, c'est votre concept de responsabilité individuelle. Une fois que la porte est fermée, que le travail commence pour madame avec monsieur qui est à côté, c'est à eux à se débrouiller, à voir comment ils répartissent les tâches à la maison. Écoutez, en fonction même du temps de travail. Et là, je vois pas pourquoi l'entreprise s'immiscerait dans la manière dont ça va s'organiser. Et les politiques publiques s'immiscent dans nos vies au quotidien. Oui, mais par exemple, la façon dont vous triez vos déchets chez vous, c'est géré par des politiques publiques. Oui, puis vous en avez qui ne trient pas. D'accord, mais il y a même des règles, d'accord ? Oui, d'accord, il y a des règles, et puis il y en a qui ne trient pas. C'est quand même assez incroyable qu'on soit capable d'accepter que les politiques publiques, les entreprises rentrent dans nos vies sur plein de domaines, mais dès qu'on parle d'égalité femmes-hommes, on ne peut pas demander à ce que l'État régissent nos vies à ce point-là. Il faut que l'État intervienne lorsque certaines lignes rouges sont dépassées et les violences faites aux femmes en font partie. Mais ensuite que l'État et les entreprises se mêlent de ce qui se passe dans la vie du foyer, ça n'a pas de sens. Et je voudrais simplement rajouter quelque chose pour équilibrer un petit peu ce qui est en train de se dire dans ce plateau, où j'entends que le télétravail est quelque chose est le diable. Oui, effectivement, le tout télétravail pose un problème. Mais je veux dire que dans un grand nombre d'entreprises et pour un très grand nombre de salariés, vous avez des gens qui se sont émancipés, qui ont trouvé une nouvelle façon de travailler, et vous avez des entreprises qui ont gagné en productivité grâce au télétravail, où tout le monde y gagne. Disons-le, parce que nous basculons vers un nouveau modèle de société. Qui n'empêche pas de penser l'égalité en même temps. On va voir justement ce qui ressort de cette discussion. Vergnol.
Je suppose qu'elle vous a convaincu. Caroline m'a convaincu. Vous m'avez beaucoup choqué avec des propos comme ça. Je pense que le patriarcat a beau jour devant lui. Ça, c'est un peu facile. Et vous convaincu ou pas? Simplement. Je suis convaincu par Alain Duhamel et par la nuance qu'il a émise, pas par Caroline de Haas. Alain Duhamel, convaincu par Caroline de Haas? Je l'ai dit assez clairement. Je trouve que sur le fond, ce qu'elle dit est absolument justifié. On va passer notre troisième discussion. C'est avec vous maintenant, Maud Vergnol. Et pour votre plaisir, plus grand plaisir, le président Macron, au soir du 31 décembre, sur la vaccination. Davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner. Et pour vous, la vaccination, la stratégie, c'est l'échec du fameux en même temps depuis le début du quinquennat. Oui, moi je suis assez persuadée que ce nouvel épisode, il consacre à la fois l'échec de l'imposture de ce en même temps, qui est quand même la signature politique du macronisme. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers mois? Donc Emmanuel Macron, il dit assumer complètement les délais de la vaccination au nom du principe de précaution, et en même temps, il faut accélérer à tout prix. Il prétend lutter contre les fake news, et en même temps, il s'affiche sous l'œil des caméras avec le professeur Raoult au pire de la crise. Il laisse les mains libres à Gérald Darmanin et en même temps, il avoue que oui, il y a des violences policières scandaleuses dans notre pays. Il prétend être le rempart contre l'extrême droite et en même temps, il déroule le tapis rouge au Front National, au Rassemblement National, et on apprend que son conseiller déjeune même avec Marion Maréchal Le Pen. Donc, et encore, la liste n'est pas exhaustive, elle est très longue de tous ces sujets ou par calcul politicien, ou par tentative de séduction de l'opinion en ménageant le chèvre et le chou, finalement, il ne fait qu'une chose, c'est de fracturer encore plus la société française. Alors, autant cette mécanique qui est un peu cynique, elle peut fonctionner en temps calme, mais en temps de crise, elle rend complètement illisible son action et sa visée politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à saisir et à définir ce qu'est le macronisme, à part se maintenir au pouvoir, quoi qu'il en coûte en 2022, pour continuer de défendre les intérêts les plus puissants. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que là-dessus, il n'y a jamais de un et en même temps. Donc on voit que gouverner, effectivement, c'est choisir, mais c'est aussi c'est prévoir, mais c'est aussi choisir, c'est choisir entre des intérêts qui sont assez divergents. Rafik Smati. Écoutez, vous avez beau avoir été respectueuse à mon égard, je suis d'accord avec vous. Ah oui, c'est la fin du en même temps. En même temps a montré ses limites. C'est la fameuse formule du cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté toujours qu'à ses dépens. Et à la liste qu'a donnée Madame, je peux vous en citer d'autres. Emmanuel Macron est le premier à annoncer que l'ennemi en matière d'écologie, c'est le CO2 et qu'il faut combattre les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est lui qui ferme la centrale de Fessenheim qui nous permettait de produire de l'énergie à bas coût. Et malheureusement, des en même temps de cette nature, on en a partout. Alors, est-ce que c'est, comme vous le dites, de la manipulation ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est pas de l'adaptation plutôt? Ou un manque de conviction profonde? Ou un manque de conviction? Peut-être que Emmanuel Macron... corriger le tir, c'est s'adapter aussi, c'est reconnaître ses erreurs. Alors, on peut appeler ça du en même temps, mais c'est aussi revenir quand on s'est trompé. Il y a un Marshall entre deux choses, entre l'équilibre qui est nécessaire, entre l'idée parfois de faire des choses qui se complètent, qui sont antagonistes, mais qui vont dans la même direction, et puis dire tout et son contraire soi-même en très peu de temps. Encore une fois, je reprends l'exemple de Fessenheim. On ne peut pas dire le même jour, on va combattre les émissions de gaz à effet de serre, et le lendemain, fermer Fessenheim. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Et c'est malheureusement cela dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On ne peut pas dire que l'on fait une politique économique qui est offensive et qui réduit la dette, et là je parle d'avant Covid, quand en 2019, la France était le pays européen qui a émis le plus de déficit et qui représentait 75% des déficits de la zone euro. On ne peut pas dire tout et son contraire en même temps, ou alors ça s'appelle du mensonge. Caroline de Haas. Oui, je suis assez d'accord, parce que en fait, j'ai l'impression que le en même temps, c'est pas un vrai en même temps. En fait, il y a d'un côté le discours, avec Macron qui va quand même souvent faire des discours qui vont être teintés un peu de progressisme, de modernité, etc. Et puis, il y a d'un côté les actes. Et c'est dans tous les domaines, on le voit. Nous, on le voit sur la question des violences, par exemple. C'est très impressionnant de voir à quel point le président est capable de se présenter comme un président hyper féministe, de faire des discours genre, mais vénère, quoi, contre les violences. Des discours, pardon? Genre, enfin, pas énervé, quoi, pas content, quoi. Ah d'accord, vénère. Les discours vénères, je ne sais pas, les discours vénères de Macron. Non, mais déterminé, quoi. Genre, les violences, c'est pas bien. Il fait des discours très engagés. Et derrière, il met aucun euro sur la table pour changer des politiques publiques qui aujourd'hui sont en échec total en matière de violence. Donc, on a vraiment, c'est pas le en même temps, c'est pas deux politiques à côté. Il y a d'un côté un discours et il y a d'autre côté des actes qui sont contradictoires. Et pour moi, ça, c'est grave d'un point de vue d'abord de façon de pratiquer la politique, mais en fait, ça va générer
et ça va accentuer la défiance vis-à-vis des politiques publiques. C'est-à-dire que les citoyens, les citoyennes, enfin, moi je vois ça, je me dis, mais à quoi ça sert d'aller voter, quoi ? À quoi ça sert d'aller voter pour des gens qui nous racontent des salades et qui font le contraire le lendemain ? Et je trouve qu'il y a vraiment un risque démocratique assez important à pratiquer la politique comme le fait Emmanuel Macron. Alain Duhamel. Alors moi, je pense que vous êtes tous les trois en tout cas, dans un mode de fonctionnement politique qui existait et qui a doublement Échoué. Non seulement échoué, mais éclaté. Bon, le premier, c'est que ce qui s'est passé en 2017, c'était vraiment le contraire de toutes les règles politiques et qu'on changeait visiblement de ressort et de méthode. Je ne dis pas que ce qui suivait devait être bien, mais ce qui s'est passé en 2017 était différent. Et d'autre part, on est aujourd'hui, depuis 1 an, malheureusement, dans cette phase de Covid. Et dans cette phase de Covid, là aussi, tout est différent. Et il faut, je pense, regarder les choses en sachant que tout ce qu'on a comme certitude, comme habitude, comme type de culture, comme méthode, comme façon de travailler aussi, d'ailleurs, on en parlait, tout ça est en ce moment bouleversé, comme ça l'a rarement été dans l'histoire en si peu de temps. Sauf que là, on dit qu'il navigue à vue. Est-ce qu'il navigue à vue ? Alors, à partir de ce moment-là, d'abord, je ne pense pas qu'il navigue à vue. Je ne dis pas qu'il n'a pas de je dis pas du tout qu'il n'a pas de contradiction. Je ne dis pas du tout qu'il n'a pas d'erreur. C'est pas ça le problème. Ou alors, est-ce qu'il navigue que dans un seul sens ? Non. Mais ce que je veux dire, c'est que la représentation qui nous était donnée du macronisme, qui ne m'a pas absolument étonné, mais cette représentation-là, c'est l'idéologie d'avant. Alors c'est quoi le macronisme, aujourd'hui, on n'a pas... C'est une question, moi ça m'intéresserait de voir votre avis aujourd'hui, on n'a pas un nouveau système. Le problème, et c'est en tout cas moi ce que je crois, Toro a raison, mais le problème c'est qu'on est sorti d'un système politique, on est sorti de références politiques, on est sorti d'une culture politique, on est sorti d'une histoire politique, et qu'on n'est pas entré, là on est dans une phase qui est une phase de bouleversement. J'espère provisoire, puisque c'est lié au Covid, j'espère bien que ça va quand même pas durer 10 ans. Mais on n'a rien reconstruit. Et le problème, c'est que, d'une certaine façon... Donc ça veut dire que le macronisme n'existe pas en tant que tel. Ça veut dire si on n'a rien reconstruit. Ça veut dire que c'est un espèce de prototype virtuel. Non, mais vous dites, mais c'est intéressant. Vous dites, pour vous, Monsieur Duhamel, c'est ça. Le macronisme, c'est un prototype virtuel. Non, mais c'est sincère. Je dis que ça y ressemble. Vous dites, Monsieur Duhamel, que tout ça, c'est l'ancien système et qu'on est passé à quelque chose de nouveau. Non, mais qu'il n'y a pas de nouveau système. Mais si Emmanuel Macron n'était pas précisément l'ancien système, en pire, dans ce sens que, finalement, il est aisé d'avoir une vision, d'avoir des idées, et c'est le cas dans une entreprise où on a des idées, mais ensuite, il y a quelque chose de fondamental. C'est la capacité d'exécution. C'est faire les choses, c'est dérouler le plan. Or, quand on est dans les incantations, quand on pense printemps, quand on prétend regarder loin, mais qu'on ne déroule rien, ça s'appelle l'impasse. Alors là, je pense qu'il y a eu 2 phases depuis 2017. Il y a eu la première phase qui était de toute façon convulsive. On a cessé d'aller de crise en crise. Bon, mais pendant laquelle il y avait une ligne qui existait. On l'aime pas. J'imagine très bien. Laquelle de ligne ? Il y avait une politique économique qui était une politique économique libérale. Qui a augmenté la dépense publique et la dette. C'était pas une politique parfaite. Je vous ai jamais dit ça. Mais vous appelez ça libéral, vous ? Non, oui, je pense qu'elle était. C'était une politique de l'offre, c'était une politique libérale, mais on avait tout à fait le droit d'être totalement contre. Mais ça avait sa forme de logique. Et puis, depuis le début du Covid, on n'a plus de politique du tout. On est dans des improvisations totales. Et comme je le disais tout à l'heure, on est sorti de quelque chose. On est dans une phase aujourd'hui convulsive, provisoire par nature, puisque c'est le Covid, mais on n'a rien reconstruit, y compris sur le plan politique. Mais si je vais au bout de ce que vous avez développé en 90 secondes, l'échec du en même temps, il va emmener la France à quoi ? Alors, Maud Vergniol. Je pense que là, il nous mène au pire. C'est-à-dire au Rassemblement national ? Je pense que le duel qu'il essaye d'instaurer avec le Front national est non seulement irresponsable et extrêmement dangereux. On l'évoquait là, on était déjà dans une crise démocratique très inquiétante avant la pandémie. La crise de confiance, la fragilité, pour tout plein de raisons, elle va encore s'accélérer. Dans ce moment-là, jouer le jeu comme le macronisme le fait, et ça commence un petit peu à se voir avec cet épisode, j'ai vu que vous haussiez les sourcils, mais enfin bon, qu'un conseiller d'Emmanuel Macron déjeune avec Marion Maréchal Le Pen, ça dit tout. Cette espèce de duel mortifère dans lequel ils essayent d'enfermer le débat public pour surtout
ne pas promouvoir les alternatives à ça est extrêmement inquiétant. Et il portera une responsabilité très forte. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui. Comment est-ce que vous expliquez que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, autrement dit qui rejettent tout à fait le macronisme, pour l'instant aient tellement peu de succès populaire ? Mais c'est la question qu'il va falloir se poser dans les années à venir. La gauche est extrêmement, je ne vais pas vous dire que la gauche va très bien, est extrêmement fragilisée. Et comment l'expliquez-vous ? Elle a été en partie, pour plein de raisons, elle a été en partie énormément abîmée par le quinquennat Hollande qui a fait des ravages. Quand la gauche est revenue au pouvoir, qu'elle avait tous les pouvoirs entre ses mains, l'Élysée, le Sénat, l'Assemblée nationale, les régions, les mairies, on a fait la démonstration que ça ne servait à rien et qu'on n'était pas capable de mener des politiques différentes et de changer la vie des classes populaires. Parce que vous étiez déjà complètement divisé. Non, mais c'est pas vous. Moi, je suis comme vous, une observatrice aussi. Quand je dis vous, c'est pas vous. Aujourd'hui, les alternatives sur le papier, elles existent. Des projets politiques alternatifs crédibles qui soient au pouvoir demain, ils existent. Il manque des gens et des dynamiques politiques pour les incarner. Ils n'ont pas la cote si on regarde. Et ça peut venir. Si on regarde les sondages, les choses. Voilà. Je suis d'accord. Caroline Dehaas, un mot Ce que dit Daniel est assez important, je pense, sur le fait que Emmanuel Macron est en train d'instaurer un débat genre progressisme versus l'extrême droite, quoi. Bon. Et le problème, c'est qu'en France, en général, quand on teste quelque chose et que ça marche pas, on essaye l'autre. Et donc, à force de mettre en scène, Macron contre Le Pen, il y a un jour où on va se retrouver avec Le Pen. Et donc, il porte là, moi je suis vraiment d'accord, une responsabilité politique extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il joue le jeu en fait, d'instaurer le Front National comme l'alternative au macronisme. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. D'abord parce que c'est quand même les Français qui l'instaurent, ce duel. Ça ne me fait aucun plaisir. Il passe son temps dans son discours à faire ça. Attendez, je peux continuer ? Oui, bien sûr. Bon, c'est un fait qu'il y a aujourd'hui, en gros, entre 25 et 30% des Français qui regardent du côté de Marine Le Pen. C'est pas lui qui l'a inventé, c'était comme ça avant lui, c'est comme ça avec lui. Bon, d'autre part, et il choisit l'adversaire le plus redoutable, mais c'est assez logique. Il aura totalement échoué s'il est battu. Si Marine Le Pen est battue pour la 3e fois, il aura réussi quelque chose. Fin de notre discussion. C'est Maud Vergnol qui, pendant 90 secondes, a développé cette idée que c'est l'échec du en même temps. On va voir si elle vous a convaincu. 10 secondes. Oui, je suis convaincue. C'est un échec total qui va nous mener droit dans le mur. Alain Duhamel. Je ne suis absolument pas convaincu, mais je ne suis pas du tout surpris. Rafik Smati. Oui, convaincu. Parce que le vrai équilibre est un courage. Et il ne l'a pas trouvé encore. Dernier élément de discussion maintenant avec vous, Rafik Smati, au chef d'entreprise qu'on va donner la parole. La crise Covid continue, elle continue depuis un an. Le variant peut faire craindre un reconfinement et donc une incertitude économique accrue. D'où le quoi qu'il en coûte du gouvernement pour soutenir les activités. Les restaurateurs en particulier, nous sommes en train de crever. Peut-être finalement ces restaurateurs sont le symbole de ce qui est en train de se passer pour bon nombre de petites entreprises. Il suffisait d'écouter tout à l'heure le chef Candebord. Aujourd'hui, on continue à payer nos loyers, ce qui est forcément une énorme aberration. Je prends toujours un exemple. Vous êtes dans un appartement, on vous dit, monsieur, vous allez dormir dehors. Voilà. Mais par contre, vous allez continuer à payer votre loyer. Ça ne peut pas durer. Et on arrive vraiment au bout de nos économies. Le PGE, sur la base, nous a accompagnés, nous a aidés à survivre. Mais là, on arrive tous les uns et les autres au bout du PGE, au bout de nos économies. Et on arrive vraiment au bout du gouffre. On va se demander si réellement on va pouvoir reprendre. Voilà, les restaurateurs, le cri d'alarme parce qu'ils n'ont pas de perspective. 90 secondes données au chef d'entreprise Rafik Smati. Les petits patrons vont crever. Vous avez la parole, chef. Dans les prochains mois, vous allez avoir des milliers, des dizaines de milliers de restaurateurs, de commerçants, de petits patrons qui vont mettre la clé sous la porte. Ils ne mettront pas la clé sous la porte parce qu'ils auront mal géré leur business. Ils ne mettront pas la clé sous la porte parce qu'ils ne se seront pas adaptés à leur concurrence. Non, ils mettront la clé sous la porte parce que les circonstances les auront obligés à cesser toute activité. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'un entrepreneur, un patron de PME qui est gérant majoritaire de sa boîte, ne dispose pas d'une allocation chômage. Alors bien sûr, il y a le chômage partiel. Mais le chômage partiel, c'est une mesure d'aide à l'emploi. Ce n'est pas une mesure d'aide aux patrons de PME. Il y a les prêts garantis par l'emprunt, par l'État. Mais il faut bien les rembourser un jour. Ce que je peux vous dire, c'est que les situations individuelles sont dramatiques. La semaine dernière, par exemple, j'ai rencontré une jeune femme qui a tout vendu il y a un an pour créer son restaurant. Elle s'est endettée, elle a mis tous ses biens dans la bataille. Eh bien, elle est sur le point de déposer le bilan et elle est désespérée. Et des exemples tels que ceux-ci, je peux vous en citer des dizaines.
Alors bien sûr, quand on crée sa boîte, quand on crée une entreprise, on est prêt à prendre des risques. Et on est prêt à accepter l'échec. Mais quand l'échec est la conséquence de décisions politiques, alors il y a un problème. Moi, ce soir, je voudrais envoyer un appel au gouvernement. C'est faire en sorte que nos patrons de PME qui auront déposé le bilan en 2020 ou en 2021 puissent bénéficier d'une assurance chômage. Que la solidarité nationale, pour une fois, se mette au service de ceux qui créent, qui innovent, eh bien, ça serait un puissant signal de cohésion nationale. C'est urgent. L'assurance chômage pour les patrons de PME, Caroline Dehaas, convaincue ou pas? Exceptionnellement et pour 2 ans. Exceptionnellement 2 ans. Alors, pourquoi pas juste, je mettrais quand même un bémol sur le fait que l'État a quand même aidé énormément aujourd'hui les entreprises à passer la crise. Alors, je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des conséquences après. Hein. Mais moi, je suis chef d'une petite entreprise. Entre la possibilité de repousser le paiement de l'URSSAF, donc des cotisations, le fait d'avoir le prêt garanti par l'État, il y a 130 milliards d'euros de prêts garantis par l'État qui ont été mis sur la table. Il y a quand même eu un investissement, là, pour le coup, massif dans le soutien aux petites entreprises de la part du gouvernement. Alors, vous faites partie des entreprises qui fonctionnent et c'est très bien, je suis très content pour vous. C'est aussi mon cas. Donc, on parle de la même chose. Sauf qu'il y a une véritable situation humanitaire aujourd'hui. Et je veux... Humanitaire, carrément. Humanitaire. On n'a pas l'impression de pousser un peu loin, quand même. Comprenez naufrage humanitaire comprenez que ces gens qui ont tout risqué, qui ont mis en jeu leur patrimoine personnel et qui vont se retrouver sur le carreau sans chômage, oui, c'est une situation humanitaire. C'est les micro-entrepreneurs et les patrons de PME sont les seuls dans ce cas-là. Alors, c'est un risque qu'on est prêt à prendre. Mais lorsque tout est imposé par l'État, les jeunes là, il y a un de moins de problème. 25 ans qui n'ont pas le RSA et les indépendants aussi. Vous avez raison de parler des jeunes. Ouais, non, mais les jeunes de moins de 25 ans. Dites pas que c'est les seuls, c'est pas vrai. Non, mais vous avez raison de parler des jeunes. Les jeunes qui ont moins de 25 ans, qui n'ont pas le RSA aujourd'hui, alors que le gouvernement aurait pu ouvrir le RSA aux moins de 25 ans, ils sont pareils. C'est-à-dire qu'il y a 0, 0, 0. Et eux, ils n'ont pas de prêt garanti par l'État ou de chômage partiel pour aider les salariés. Mais là, il y a une proposition concrète, l'assurance chômage pendant 2 ans pour les petites entreprises. Maud Vergnol. Non, pour les chefs de... Oui, pour les chefs d'entreprise. Mais moi, je sais pas. Je crois que ça dépend un peu. J'ai l'impression de vous voir sortir des plaques dès que vous voyez marqué en tant que chef d'entreprise, non? Mais pas du tout. Non. Pas du tout. C'est pas bien d'être caricatural comme ça. Je sais pas, c'est une impression comme ça, vous voyant timoré à l'idée de donner l'assurance chômage. D'ailleurs, vous savez, vous liriez un petit peu l'Humanité. On a consacré plusieurs unes de l'Humanité. Tous les jours. On a trouvé les 2 lecteurs de l'UMA. Et je le faisais déjà quand vous n'étiez pas né. C'est bon, j'ai les 2 lecteurs de l'UMA, Maud Vergnol et Alain Duhamel. Les deux. Pas si vous estimez que l'UMA a que 2 lecteurs, soyons raisonnables. C'était humour. Ouais. Je sais plus où j'en étais. Donc oui, non. Donc les patrons. L'assurance chômage pour les petits patrons. Voilà. Donc contrairement à ce que vous dites, on consacre beaucoup de pages justement à cette bombe à retardement, effectivement, que peut représenter la fermeture de nombreuses TPE, PME. Je crois que les chiffres sont un petit peu difficiles, mais je crois qu'il y a des études qui chiffrent à 60 000 à peu près. À mi-2021 la possibilité de fermeture de ces entreprises. Donc moi je dis ça dépend de quoi et de qui on parle, comme pour tout à l'heure. C'est-à-dire on ne peut pas mettre dans un même sac les grandes entreprises, les grandes multinationales qui touchent aussi de l'aide publique, d'ailleurs sans contrepartie, et en effet des petits commerçants, des patrons de TPE, de PME, effectivement, qui ont investi beaucoup de force de travail, d'investissement personnel dans leurs projets. Là, ça peut être du cas par dossier. Je veux dire, fournir à l'assurance chômage le dossier. À la limite, pourquoi pas. En revanche, moi, ce que je pense qui serait intéressant, c'est peut-être de mieux répartir ces aides publiques. Parce qu'effectivement, il y a des conflits au sein du patronat. Ils n'ont pas les mêmes intérêts entre Bernard Arnault et la petite vendeuse de chaussures qui a ouvert sa boutique. Donc peut-être que l'argent qu'on déverse sans contrepartie, ni en termes d'emploi, ni en termes d'environnement, pour les très grandes entreprises, effectivement, on pourrait plutôt s'en servir pour aider les plus petites entreprises. Est-ce que c'est par ce système-là ? Je sais pas si c'est la meilleure mesure, mais en tout cas, c'est vrai que là, on est quand même face à un drame, une espèce de bombe à retardement qui va effectivement, je pense, engendrer des drames humains. Parce que je vous ai fait rire tout à l'heure, mais des suicides, il va y en avoir. Ouais, je veux simplement démystifier une légende urbaine qui consiste à dire qu'il y a eu des aides massives aux entreprises. Parce que le chômage partiel, comme je l'ai dit, c'est une mesure d'aide à l'emploi, pas aux entreprises. Ça a permis d'éviter des plans sociaux, donc c'est une mesure d'aide à l'emploi. Les prêts garantis par l'État, eh bien, ils vont être remboursés. Alors, ça aide aussi les entreprises à passer certes, il y a le fonds de garantie. Certes, il y a le fonds de garantie. Mais je veux dire, l'argent qui est réellement mis sur la table par l'État, il faut le garantir. Les entrepreneurs en France, et vous êtes une entrepreneuse, vous le savez, ne demandent rien. Et nous sommes prêts à accepter l'échec. Mais lorsque l'échec est forcé, eh bien, la solidarité nationale, pour une fois dans l'histoire de notre pays, que les entrepreneurs qui sont des contributeurs nets au service de la nation, qui n'ont jamais rien demandé, qu'ils puissent avoir la solidarité nationale de leur côté,
Quel puissant signal de cohésion nationale. Alain Duhamel, 2 ans d'assurance chômage pour les petits patrons. Alors, convaincu ou pas? Sur le principe, à titre, puisqu'on est dans une situation extraordinaire, il faut des réponses extraordinaires. Donc sur le principe, moi je trouve que ce serait tout à fait légitime. De même, je suis très sensible à ceux qui ont moins de 25 ans, qui soit n'ont pas d'emploi, soit n'ont pas de formation, soit sont en première année de faculté et n'ont toujours pas su ce que c'était que d'entrer dans une faculté et de pouvoir y travailler, et qui n'ont souvent pas de ressources, alors même que, par exemple, leurs parents avaient loué une chambre à l'avance et que maintenant, c'est plus possible de la payer et qu'il faut bien qu'ils vivent comme ça, qui est également quelque chose pour eux, je suis tout à fait d'accord aussi. Je voudrais simplement rappeler aux uns et aux autres qui disaient « oui, mais on augmente notre dette ». Et oui, on dépense de l'argent. Eh ben oui, on est dans une circonstance tellement exceptionnelle qu'il faut des moyens exceptionnels. Mais ensuite, il ne faut pas dire, oui, mais notre dette augmente. Eh ben oui, notre dette augmente. C'est moins grave qu'un chef d'entreprise qui se suicide, et c'est moins grave qu'un étudiant qui n'a pas de quoi dîner. Remarquez, on peut changer d'avis, parce que tout à l'heure, vous fustigiez le fait que l'argent public coulait à flot, qu'on creusait les déficits. Oui, et puis là, vous êtes, oui, c'est ça. Et puis là, vous êtes là à dire, attendez, pendant 2 ans, tiens, si une entreprise privée pouvait profiter de cet argent public, Rafik Smati. Je vais vous dire, l'argent public aujourd'hui coule à flot, et c'est notamment le cas en Allemagne. Tournez votre col roulé là. Pas du tout. Il coule partout, et y compris en Allemagne. Sauf qu'il y a une grosse différence entre la France et l'Allemagne. C'est que l'Allemagne, comme tous les autres pays de la zone euro, tous les autres pays, était en excédent primaire avant la crise du Covid. John Fitzgerald Kennedy disait que c'était pendant qu'il faisait beau qu'il fallait réparer le toit. Nous avons démarré la crise affaiblie. Nous avons eu une conjonction des astres depuis 2014 où on aurait dû réformer, nous aurions dû réparer le toit, nous aurions dû remettre à flot notre économie, nous ne l'avons pas fait. Alors aujourd'hui, effectivement, on n'a pas le choix. Le quoi qu'il en coûte sur une période donnée, on n'a pas le choix parce qu'il y a le feu au lac. Sauf que le vrai problème, c'est ce qui n'a pas été fait avant. Et le vrai enjeu, c'est ce que nous aurons à faire demain pour que ça ne se reproduise pas. Alors je ne suis pas d'accord sur un point. Il y a des mesures qui ont été prises à partir de 2014, justement, d'abord par François Hollande, puis par Emmanuel Macron, et quand on était juste avant, quand on était... Écoutez, vous n'allez pas dire que c'est quand même pas vous qui allez dire que la fiscalité n'a pas changé au bénéfice des entreprises. Ou alors, je pense que j'aurais du renfort autour de cette table. Non, mais en fait, franchement. Donc, écoutez, on peut quand même pas dire le contraire. Ou alors, on est d'une mauvaise foi abyssale. Regardez le CICE. Option 2. Et puis là, il y a l'impôt de production. Il y a l'impôt de production aussi qui va être baissé. Je vais vous dire pourquoi. Mais non, mais attendez, je n'avais pas fini ce que je disais. Non, mais je n'avais pas fini. François Hollande, 62% de taux d'imposition des entreprises. Ensuite, il le limite, tout le monde crie au génie. Non, mais non. Il a fait le CICE. Il a donné des millions. Alors, d'abord, je n'ai jamais crié au génie. En ce qui concerne François Hollande, non, il ne me semble pas vous avoir entendu, effectivement. La dernière fois que j'ai crié au génie d'un homme politique, c'était peut-être De Gaulle en 62. Mais depuis, jamais crié au génie. Bon, donc, je n'ai pas crié au génie. Il y a longtemps. Ben oui, c'est malheureux, c'est comme ça. Mais les mesures qui ont été prises... C'est malheureux pour la France, qui sont surtout. Des mesures de correction. Qui sont des mesures qu'on peut contester intellectuellement, qui sont des mesures dont on peut dire qu'elles sont insuffisantes, mais le résultat était que, à la fin de 2019 et au début de 2020, la situation économique de la France s'améliorait notablement. Mais ça n'est pas faux. Comment expliquez-vous que la France représentait 75% des déficits en 2019 de la zone euro? Écoutez, vous dites c'est faux. Franchement, les chiffres sont là. Mais quels chiffres? Chacun peut les vérifier. On avait une croissance. Déficit, endettement, croissance. On était les plus bons élèves de l'Europe dans tous les domaines. Et le chômage, on en parle même pas. On avait une croissance qui augmentait. Eh ben oui, elle augmentait. 1,2, c'est super. Non, mais... Et par rapport aux autres pays européens auxquels vous nous comparez, Caroline Dehaas. Pas à ce moment-là. Caroline Dehaas. Alain, oui. Dans ce que dit Rafik Smati, je trouve qu'il y a un truc qui est quand même assez intéressant sur la façon dont le gouvernement gère la crise, c'est qu'en fait, il y a des laissés pour compte. Donc Rafik Smati parle des petits entrepreneurs, moi j'ai parlé des jeunes, mais en fait, il y a des personnes qui se retrouvent pendant la crise avec zéro. Et ça va avoir des conséquences, évidemment, d'un point de vue de santé mentale. Les problèmes de santé mentale sont massifs en France, comme dans plein de pays dans le monde aujourd'hui. Mais en particulier, quand on a zéro revenu, c'est encore plus difficile. Mais il va y avoir aussi des conséquences sanitaires, en fait. Et pas uniquement sur la question du Covid. Parce que quand on n'a plus les moyens, en fait, de vivre correctement,
on n'a plus les moyens non plus de se soigner. Et donc, on va avoir des conséquences en cascade. Et là, on parle des petits entrepreneurs, on pourrait parler des jeunes. Il y a des pans entiers qui sont coupés. On va voir ce que vous pensez de la proposition de Rafik Smati. On va vous demander votre avis, bien sûr, savoir si vous avez été convaincu. Deux ans d'assurance chômage pour les petits patrons, convaincus ou pas, Vergnol? Non, pas à moitié convaincu. Convaincu par une partie du constat, mais certainement pas sur les recettes. Caroline Dehaas. Si on ouvre le RSA aux jeunes de moins de 25 ans en même temps, je top. Ah, il y a un petit peu d'en même temps. Emmanuel Macron. Monsieur Alain Duhamel. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et je trouve que la proposition est légitime, même si les commentaires qui l'accompagnaient étaient navrants. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est Duhamel tout craché pour terminer. On se retrouve demain à 20h pour Qui vous a convaincu, 19h pour le coup d'envoi du 120% News.